Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Pium Philosophie. Nous sommes aujourd'hui avec Geoffroy de la Cannerie, qui est sociologue et philosophe, auteur de Logique de la création, qui est une critique du monde de l'université et de la recherche, la dernière leçon de Michel Foucault, portant sur la possibilité de la philosophie de l'émancipation à de l'ère néolibérale, l'art de la révolte, consacré aux lanceurs d'alerte Edward Snowden, Julian Assange et Chelsea Manning, Jugé, où vous vous intéressez aux logiques de l'État répressif et au droit pénal du point de vue de la sociologie. Pensez dans un monde mauvais, où vous élaborez une pratique de la pensée oppositionnelle non complice de la violence et de la domination qui structure le monde actuel. Le combat d'Ama avec Assa Traoré, livre sur la lutte antiraciste et contre les violences policières. La conscience politique, où vous dénoncez les discours mystificateurs de la politique et proposez de la confronter à des vérités scientifiques et sociologiques. Sortir de notre impuissance politique, où vous analysez les failles et suggérez les pistes d'action afin de renouveler la pratique politique de la gauche. L'art impossible, le livre sur les conditions de possibilité de l'art politique. Et enfin, Mon corps, ce désir, cette loi, qui aborde les principaux enjeux de la politique de la sexualité et en propose une conception non répressive. Oui. Alors pour commencer, du coup, la première partie de cet entretien qui sera consacrée plutôt à votre parcours d'auteur en sciences sociales et de professeur de philosophie et sociologie, j'aimerais aborder votre découverte de la philosophie, de l'activité théorique en général. Est-ce que c'est dû à un certain milieu, à une rencontre, à un hasard ? C'est difficile de répondre à la question comme ça parce que moi je pense que quand on rencontre une discipline ou un mode de pensée, il y a toujours deux choses qu'on peut découvrir. C'est soit des contenus de pensée qui sont plutôt donnés par les profs, etc. Donc ça de fait, je dirais que je les ai découverts en rentrant en prépa. En vérité, moi j'ai fait une terminale scientifique, donc je suis plutôt rentré dans le monde de la philosophie et des sciences sociales par la prépa, qui était une hypocagne BL, donc une hypocagne où il y avait à la fois des sciences sociales, des maths, de l'histoire, de la philo, etc. Mais vous pouvez aussi rencontrer des habitus, c'est-à-dire en fait, il y a des manières d'être au monde, des manières de se penser comme un intellectuel, des manières de concevoir l'activité intellectuelle. Et en fait, moi, paradoxalement, j'ai fait deux rencontres antagonistes, c'est-à-dire en fait, j'ai rencontré les contenus de pensée tels qu'ils étaient filtrés par l'univers scolaire et par l'université à travers l'Hippocane, Lacan et l'ENS. Mais j'ai rencontré l'habitus critique et l'habitus intellectuel via Didier Ribon, que j'ai rencontré lorsque j'étais en Hippocagne, et qui en fait m'a présenté en vérité qu'est-ce que c'était qu'écrire, que c'était qu'être intellectuel, que c'était qu'un intellectuel critique, m'a parlé de ses rencontres avec Bourdieu, avec Foucault, etc. Et en fait, cette espèce d'écart chez moi qu'il y a eu entre ce que j'avais l'impression que c'était d'être un philosophe ou un intellectuel que maintenant j'appellerais oppositionnel, c'est-à-dire que c'était en termes de mode d'écriture, en termes d'habitus même, en termes de manière d'être, et que ça ne se rédigeait pas des contenus de pensée qui étaient parfois un peu asséchés dans l'université ou dans le monde de la recherche académique, d'où le livre Logique de la création, en vérité, qui est né d'une critique de l'université au nom des savoirs qui n'étaient pas paradoxalement enseignés à l'université, mais par des gens qui avaient construit ces savoirs contre l'université. Et donc voilà, j'ai fait une double rencontre impossible en vérité, entre les contenus via l'univers scolaire et des habitus via l'univers personnel. Et donc au cours de votre formation, vous dites que vous avez fait une formation de sciences sociales, donc de la philosophie, de la sociologie, et donc de la formation que vous avez eue, qu'est-ce que vous en avez pensé de la manière en général dont la philosophie est traditionnellement enseignée? Parce que j'ai du mal à vous imaginer relire la physique d'Aristote pour le loisir. Bon bah moi j'ai jamais cru à l'école. Déjà j'ai une base dans la vie, c'est que j'ai jamais cru à l'école comme étant un lieu très important. Et j'ai jamais trop aimé mes profs, ni trop aimé ce qu'on m'enseignait. J'ai toujours eu un rapport cynique à l'école, c'est-à-dire avoir les concours pour avoir des positions, pour avoir des postes. Ça a toujours été ça pour moi, de l'Hippocane pour avoir le NS jusqu'à la thèse. J'ai jamais vraiment cru à l'univers scolaire, à ce qu'on m'enseignait. Je faisais des copies, puis je rentrais chez moi. J'ai jamais investi les profs, j'ai jamais été très heureux de ce qui se passait, jamais très impressionné par mes profs. Donc ça je pense que c'est un truc très important, que ce soit à l'ENS, que ce soit à Nanterre où j'ai fait de la socio et de l'économie, etc. Ou à l'EHSS où j'ai fait de la socio, puis à Paris 1 aussi, de la science politique. Donc en gros, moi, voilà, l'école n'a jamais été un lieu important pour moi, ma formation, et c'est pour ça que moi j'ai des étudiants aujourd'hui, je leur dis toujours, faut pas trop investir à l'école. L'école c'est pas très important, la formation on la fait un peu soi-même, par les lectures qu'on se donne, par les rencontres qu'on se fait, par les exigences qu'on se donne à soi-même, en écoutant des conférences, en écoutant des podcasts, en lisant des livres. Moi j'ai eu la chance d'aller écouter Pierre Bourdieu au Collège de France par exemple, puisque quand j'étais en Cannes, il faisait sa dernière année de cours au Collège de France, donc ce qui est paru sur le titre Sciences de la science et réflexivité, moi j'ai assisté à ce cours, etc. Donc voilà, ça c'est ce que j'appellerais ma formation, qui a toujours été pour moi un peu autonome en vérité, d'une certaine manière autodidacte en vérité. C'est-à-dire en fait que je me suis donné à moi-même des lectures, des choses, etc. Et ce qui n'empêche pas du tout de lire des classiques en vérité, de lire Spinoza, de lire Aristote, etc. Même si c'est vrai que c'est pas franchement ce que je lis le plus.
et que en plus je méprise un petit peu les gens qui affichent la culture scolaire comme un instrument d'intimidation à ceux qui l'ont pas. Donc je pense que dire que de toute façon les gens qui disent ça en vérité c'est toujours un peu pour dire moi j'ai de la culture classique, etc. Ça m'intéresse pas trop comme rapport au savoir. Mais donc, voilà, je dirais que moi j'ai plutôt fait une formation qu'on peut dire non disciplinaire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup lu de sociologie, beaucoup lu de sociaux, beaucoup lu même d'économie, parce que j'ai adoré l'économie. La seule chose que j'ai aimé à la fac, c'est l'économie que j'ai appris à Nanterre, plutôt une économie en fait orthodoxe, néoclassique, d'où le livre sur le néolibéralisme en vérité, qui m'a toujours beaucoup intéressé comme mode de pensée, Gary Becker, etc. Les nouveaux classiques et tout. Et voilà, ma formation elle s'est faite comme ça, par une lecture un peu en dehors du champ universitaire. Du coup, votre pensée de la réalité du monde tel qu'il est, c'est-à-dire construit par des rapports de pouvoir, des modes d'oppression et des inégalités, est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez vécu une sorte de moment où ça a basculé pour vous la compréhension du monde social tel qu'il est, où il y avait une sorte de prise de conscience? Personnellement, je considère que l'interrogation sur la genèse des dispositions critiques, elle doit être balayée par le fait que la mauvaiseté du monde, elle est donnée. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel j'insiste très souvent, c'est qu'il suffit de vivre dans le monde, il suffit de regarder un petit peu la télé, il suffit de marcher dans la rue et de voir un clochard, pour en gros savoir que le monde social est marqué par des phénomènes de domination, des phénomènes de relégation, des phénomènes de prédation, etc. Et qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mauvaiseté du monde. Moi, je pense que ce qu'il faut toujours plutôt poser comme question aux gens, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas de gauche, ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas alerté aux inégalités, ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas engagé dans une pratique oppositionnelle, à partir du moment où le monde est donné dans sa mauvaiseté, dans sa violence, etc., dans la multiplicité des formes de violence, qui ne sont pas du tout quelque chose qu'il faut découvrir, mais qui est patent, qui est devant tout le monde, que tout le monde sait. Et en fait, le rapport au monde, c'est soit des gens qui vont au bout de ce que la lucidité et l'éthique imposent, étant donné la prise de même pas la prise de conscience, la reconnaissance de la vérité du monde, ou ceux qui vont mettre en place des phénomènes d'illusion, de mensonge à soi-même, d'idéologie, de mystification, pour continuer leur vie malgré le fait qu'ils savent très bien la vérité du monde. Moi j'ai tendance à, enfin j'ai coutume de dire, mais c'est vrai, mais que quand Macron dit les violences policières n'existent pas, la pénibilité du travail n'existe pas, il sait très bien qui ment. Il le connaît très bien, il voit très bien les ouvriers travailler chez lui, il sait très bien ce que c'est que lever à 5h du matin, il sait le taux d'accident du travail dans les milieux comme les aides à la vie sociale ou les ouvriers du bâtiment, etc. Et que c'est pas les mêmes que chez les banquiers de chez Rothschild, etc. Donc il le sait, il n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas. En fait il le sait, mais il ment pour perpétuer un système de prédation des corps qui lui permet d'assurer les bénéfices de sa classe sociale, etc. Donc, pour revenir à cette question-là, moi, je pense que, comme tout le monde, j'ai été révolté par le monde dès que j'y ai été jeté. Voilà. Je pense que c'est une donnée évidente du monde, d'être révolté par le monde dès qu'on y est jeté. La question qui va se poser, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir comme persistance de cet habitus oppositionnel, si on veut, qui se développe plutôt quand on est jeune en vérité, qu'est-ce qui fait qu'il persiste, et qu'est-ce qui fait qu'il m'a donné envie d'aller le plus loin possible dans une forme de construction d'une éthique oppositionnelle dans la pensée. Et ça, je pense que c'est lié au fait que moi j'ai été très très vite engagé dans le mouvement lycéen tout de suite, c'est-à-dire bloquer mon lycée, etc. Ça, je pense que très très vite. Des manifestations, j'ai toujours adoré les moments un peu stridents, des manifestations où ça casse, etc. C'est toujours ces moments-là qui m'ont attiré de toute façon. Et puis l'écriture, la pensée, parce que j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle plus on écrit sur le monde, plus on est amené à être en insurrection contre lui, plus on est amené à dire sa vérité, plus on est amené à être en opposition avec lui. Et donc je dirais que c'est l'accumulation de toutes ces choses qui après deviennent une espèce de cercle vertueux de l'indignation et de l'oppositionnalité. Et je vois pas très bien comment, à partir d'un moment, c'est possible d'en sortir. C'est-à-dire, de toute façon, ça, on parle beaucoup du vieillissement social, on parle des gens qui étaient à gauche puis qui deviennent à droite, etc. Moi, je vois pas trop comment en sortir. C'est mon côté un peu addict à la vérité, à l'oppositionnalité qui m'empêche complètement de sortir de cette disposition-là. À part votre activité d'auteur, vous êtes aussi professeur de philosophie des sciences sociales Ouais. à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Est-ce que vous aimez bien enseigner? Beaucoup, mais j'aimerais bien que les formes changent. J'ai fait plusieurs années là, de cours, en fait des cours magistraux, dans lesquels je change d'année tous les ans sur un thème. J'enseigne jamais sur ma pensée, j'enseigne jamais ce que je pense, et je pense que les étudiants ne peuvent pas du tout savoir quel est mon rapport forcément aux auteurs que j'enseigne. Et je choisis un thème tous les ans. Cette année, j'ai fait l'amour et l'amitié, j'ai fait des cours sur la peine de mort, j'ai fait des cours sur la psychanalyse, j'ai fait des cours sur Derrida, j'ai fait des cours sur le pouvoir après Marx, etc. Donc voilà, j'ai fait des thèmes pour l'année, puis je distribue les textes, le cours sur Manet de Pierre Bourdieu, etc. Et avec qui j'enseigne avec mes étudiants.
C'est une forme que j'aime beaucoup, beaucoup. Ça fait plusieurs années que je le fais. En ce moment, j'aimerais bien trouver une forme différente. J'aimerais bien réfléchir à une forme un petit peu différente que la forme magistrale que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Mais en tant que tel, l'enseignement, quand il est déconnecté de mon écriture, il me permet de lire des livres très très différents de ce que je lis pour travailler. Et en fait, ça, c'est très important pour moi de lire pour enseigner et pas pour. Il y a des gens qui enseignent sur leur recherche, par exemple. Moi, je peux pas du tout faire ça. Et en fait, voilà, ça j'aime beaucoup faire ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de transmission dans ce que vous faites du coup, même si vous n'enseignez pas sur vos recherches? Oui. Est-ce qu'il y a une manière de penser qui est quand même transmissible dans ces cours? Alors moi, je vous dirais que les lieux essentiels de la transmission pour moi, ça reste le livre et les conférences autour de mes livres ou des entretiens comme ça. Je pense que c'est comme ce qui est le plus important pour moi par rapport à mon travail en fait, qui est mon travail, qui est d'être prof. Malgré tout, comme je l'ai dit au début de notre entretien, je pense que ce qu'on enseigne quand on enseigne, c'est toujours deux choses, c'est des contenus et des habitus. Moi, de plus en plus, je suis sensible à la question ce que Durkheim appelait les mœurs, c'est-à-dire ce que Bourdieu appelait les dispositions corporelles, etc. C'est-à-dire qu'en fait, être de gauche ou être orienté dans une pratique de savoir, ou etc. C'est pas tellement forcément avoir des contenus de pensée, bien sûr, ça l'est aussi, mais c'est aussi avoir une certaine attitude, un certain rapport aux autres, un certain rapport au pouvoir, un certain rapport au savoir, un certain rapport à l'écriture, etc., au dispositif de l'écriture et tout, et que par conséquent ça peut se transmettre aussi de façon presque infraconsciente par votre manière dont vous êtes prof, dont vous incarnez une certaine figure du rapport au savoir, du rapport au livre, à la fois de grande, plus que respect, de grande admiration, mais aussi de savoir critiquer, ou d'avoir un peu de légèreté, etc., de ne pas être dans l'habitus un peu pompeux et tout comme ça, de ne pas avoir un rapport intimidant au savoir, de ne pas avoir un rapport triste au savoir, qui sont des dispositifs par lesquels on exclut les gens du savoir. Foucault dit une chose très très belle, il dit en fait l'admirante technologie contemporaine, par exemple, il consiste à rendre le savoir triste, pour faire croire aux gens que ça va être triste de lire des livres pour qu'en fait ils s'en détournent. D'accord. Et en fait, on peut très bien avoir un rapport très heureux à la lecture, très heureux au livre, très heureux à la philosophie, même la plus difficile et tout. Et je pense que si vous arrivez à transmettre de façon infraconsciente, par votre seul rapport corporel, presque dans la pièce, dans la façon dont vous parlez des auteurs, dont vous voilà, transmettre un rapport au savoir qui va être un rapport non triste, non pompeux, non autoritaire, etc., bah vous pouvez à ce moment-là transmettre quelque chose qui, de fait, eux pourront réintégrer dans leur pratique artistique, pour une grande part, parce que c'est des artistes, et qui là serait une forme de transmission, mais pas en termes de contenu, qui serait une transmission en termes de plus de disposition mentale à l'hérésie, quoi. On va du coup parler de votre activité, de votre pratique théorique. Ouais. Et, comment écrivez-vous en fait? Comment vous faites pour avoir des idées? Quel est le rapport entre les inspirations théoriques et les événements les événements réels, comment vous faites pour jongler, je sais pas, entre les deux et voilà. De quelle manière vous les faites coexister? C'est une très très dure question. Très très dure question. Et parce qu'il ne faut pas trop croire au mystère de l'écriture. D'abord, les idées, c'est du travail. D'abord, ça, je pense que c'est la base, qu'il faut bien penser que personne ne se lève le matin en ayant une idée géniale, ou une idée même pas géniale mais correcte. Ça n'existe pas. L'inspiration, c'est la méthode, l'inspiration, c'est le travail. Je sais pas si c'est Flaubert qui disait ça, mais je crois que c'est tout à fait vrai. L'inspiration, c'est se lever tous les jours à la même heure et se mettre à son bureau. Je crois que ça, il n'y a aucun risque par rapport à ça. Ce qui veut dire que l'inspiration, c'est créer les conditions matérielles pour pouvoir se lever tous les jours et se mettre à son bureau. Par exemple, pour moi, c'est sur quoi je suis en train d'écrire en ce moment, c'est un livre sur l'amitié et l'amour, etc., dans leur rapport à la question de la création intellectuelle. Ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir de vie familiale, avoir un rapport particulier à la question du couple et de la conjugalité, ne pas habiter avec son amour, etc. Je pense que ça, c'est des conditions de la création, par exemple. Je pense que le fait d'être dans une vie familiale et conjugale, quelque chose qui détruit la capacité à être un auteur. Et moi, je connais tellement de gens qui se plaignent de ne pas avoir le temps pour écrire, mais qui ont des enfants, et qui après vont faire des goûters, cacher les œufs de Pâques, etc., au dîner avec les grands-parents, et qui après s'étonnent de ne pas avoir le temps pour écrire. Bah oui, l'écrire, c'est du temps. Donc ça demande de ne pas avoir d'enfants, de ne pas avoir de vie de famille. Il n'y a pas de possibilité. Et si vous voulez être un auteur, il faut choisir une vie différente. C'est obligatoire que de s'engager dans une vie différente que la vie familiale et la vie conjugale. Donc par exemple, une des conditions d'inspiration, c'est la rupture avec le mode de vie familial. Ça, je pense que c'est tout à fait essentiel pour quelqu'un comme moi, par exemple, ce qui me permet de me lever à peu près à l'heure que je veux sans quand j'ai mes cours, etc., de me mettre à mon bureau, de lire, d'être attentif à ce qu'il peut faire dehors, parce que je ne suis pas obsédé par la question de l'éducation, par la question de la carte scolaire, par la question de est-ce qu'il a bien fait ses devoirs, est-ce qu'il a mal au ventre, etc. Mais c'est important, parce qu'en fait, c'est des conditions matérielles qu'on n'oublie pas, qu'on oublie toujours, mais en fait, quelques hommes ont réussi à faire des œuvres parce qu'ils déléguaient tout à leur femme en fait. Et parce qu'en fait ils en avaient strictement rien à foutre de vie familiale, parce que c'est la femme qui faisait tout, puis ils vivaient une vie célibataire en fait, avec leur femme. Mais c'est vrai,
en fait. C'est vrai. Mais au fond, si jamais, donc aujourd'hui les choses sont quand même un petit peu mieux réparties, surtout dans la bourgeoisie culturelle, quoi, disons, les fonctionnaires, des profs, etc. Mais en fait, ça détruit la capacité à créer. Donc ça veut dire, et pour les femmes et pour les hommes évidemment, et donc ça veut dire qu'une des conditions, Simone de Beauvoir est un exemple parfait de ça évidemment, la rupture avec la vie familiale, conjugale, le fait d'inventer avec Sartre un mode de vie très libre, au café, etc., a été la condition de l'écriture. Donc rencontrer des gens, aller dehors, avoir des amis, etc. Je pense que c'est vraiment une pratique tout à fait essentielle dans le fait de pouvoir écrire. Donc moi c'est une régularité dans le travail, voilà. Je dirais ça. Et après, comment les choses viennent à la pensée, c'est un peu bizarre. Je dirais que moi, il y a deux modes de rencontre. Il y a soit des livres qui sont nés d'actualité qui m'ont changé. Et ça, c'est deux livres pour moi qui ont été ça, qui ont été le livre sur Snowden, Assange et Manning, c'est-à-dire l'irruption de ces figures-là. Qu'est-ce qui fait qu'elles ont produit une telle émotion dans l'espace public? Et ma théorie a été que s'il y a eu une telle émotion, c'est parce qu'elles ont produit quelque chose qu'on n'arrivait pas à capter par le langage. Et que l'émotion est le moment où on ne peut pas s'approprier un événement, un peu comme le 11 septembre, et que comme on ne sait plus parler, on est ému, c'est on fait ça, ça veut dire qu'on ne sait plus quoi dire comme catégorie, et donc en fait il s'agissait de penser quelle innovation politique était derrière l'apparition de visages comme celui de Chelsea Manning, comme Edward Snowden, comme Julian Assange, qui nous ont dit quelque chose d'un avenir qu'on n'avait pas encore pensé, et que moi j'ai essayé de penser dans mon livre, ou bien sûr l'affaire Traoré, le meurtre d'Adama Traoré par la police, par les gendarmes en vérité, à Beaumont-sur-Oise, et toute la mobilisation qu'Assa Traoré a construite autour de ça, et qui, moi, a été un moment tout à fait central dans ma pensée, puisque c'était un moment où j'étais en train d'écrire Juger, où je passais mon temps à employer le mot démocratie, et Assa Traoré dit « Nous ne vivons pas en démocratie, nous vivons dans une anti-démocratie, et ce que vit ma famille en est la preuve ». Et je me suis dit, en fait, peut-être que je suis en train de me tromper totalement, en fait, parce que je ne vois pas le monde à travers ce qu'elle voit, et que si je pense du point de vue de ce que vit Assa Traoré et Léa Adama Traoré, en fait, je vais complètement faire exploser mes catégories de pensée. Et donc ça, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué et qui, de fait, a produit le livre Le combat Adama, et puis La conscience politique, où je romps avec le concept de démocratie, où en fait, je dis que c'est un concept qui n'est pas utile pour penser la politique et qu'il faut se débarrasser de ce concept-là pour penser les faits politiques. Donc ça peut venir comme ça, parfois sans trop d'explications, c'est quelque chose qui vous frappe. Il y a un arbitraire de la pensée, c'est-à-dire que moi j'ai moins été frappé par des phénomènes d'écologie ou des phénomènes... Qu'est-ce que je veux dire? J'aurais très bien pu, mais c'est pas ça. On peut se passer pas trop ce que dans un corps marque quelque chose. Ou alors ça vient par la logique, je veux dire, pure de la pensée. C'est-à-dire que moi j'étais très bon en maths, et je crois beaucoup à la pensée un peu logique qui va au bout d'elle-même et qui à ce moment-là débouche sur ses propres conséquences. Et des livres comme La conscience politique ou L'art impossible, c'est plutôt ces exercices-là, ou Juger. C'est des livres qui essayent de prendre un problème en fait assez banal, c'est-à-dire le système pénal, le système politique, l'art, etc., mais qui, essayant de pousser le plus loin possible la pensée sociologique, en fait, vont arriver à des transformations un peu dans les manières de problématiser. Et dans ce que vous racontez avec la rencontre avec le combat Adama, ça ressemble à, à une à une réaction personnelle, à une éthique personnelle qui intervient du coup dans votre activité académique. Oui. Donc est-ce qu'il y a une sorte... Il n'y a pas de décalage pour vous, entre une éthique personnelle et une éthique académique. Donc Oui, ce qui vous frappe personnellement, vous commencez à en parler théoriquement. Oui, mais c'est même plus que ça. Moi, je dirais qu'en fait, il n'y a pas de... je dirais comme ça, je dirais il n'y a pas tellement de différence entre l'espace de la vie et l'espace de la production intellectuelle, c'est-à-dire et de la production théorique. C'est-à-dire en fait moi je me pose pas la question en termes académiques. Déjà je suis pas dans l'université et j'écris pratiquement pas dans les médias universitaires. J'écris jamais d'articles dans des revues. Je vais très peu dans des colloques universitaires. Donc c'est pas un espace qui m'intéresse particulièrement déjà. Je pense même que c'est un espace qui est très nocif du point de vue des images de la pensée qu'il produit et du point de vue de la conception de la vie intellectuelle qui y circule et de la manière dont ça affadit totalement l'idée de ce que c'est que penser. Et je pense qu'il faut penser en termes de problèmes. C'est-à-dire que moi, je me posé une question, par exemple, à Assa Traoré parle, je me posais la question qu'est-ce que c'est que la police, ou comment fonctionne la police, ou quelle est l'articulation entre pouvoir policier et racisme dans nos sociétés. À partir de ce moment-là, ce que va dire Assa, ce que va dire un sociologue américain, ce que va dire le Black Panther Party vont être équivalents pour moi. C'est des manières dont des gens s'intéressent à un problème qui m'intéresse dans ma vie militante, dans ma vie intellectuelle que j'essaie d'articuler l'une à l'autre. Et toutes les paroles qui peuvent être une famille de victimes, un sociologue du droit, un juge à la Cour suprême, etc., vont m'intéresser également parce qu'elles vont faire partie de l'espace des gens qui s'intéressent à ce problème. Et c'est pour ça que dans mes livres, par exemple, la conscience politique, je peux aussi bien citer Hannah Arendt que le Black Panther Party. En fait, c'est pas du tout pour moi une hiérarchie possible, c'est que c'est des gens qui, de fait, ont essayé d'aborder un problème et qui, faisant partie des gens qui ont abordé ce problème, font partie de mon espace de pensée et qui peut être à ce moment-là aussi bien une amie comme Assa Traoré militante
que Habermas, quoi. Et donc en fait, l'idée d'espace, pour moi, n'est pas un espace qui doit être coupé entre l'académie, la politique, la vie, c'est un espace des problèmes. C'est-à-dire en fait, ce qui compte dans la vie, c'est les problèmes qu'on se pose. Par exemple, comment lutter et faire reculer concrètement l'ordre policier. Et dans cet espace de problèmes, une manifestation du comité pour Adama, un livre, etc., ou un article de juriste font partie du même monde, de la même vie, et c'est ça ma vie. Et le rôle du militant, donc il entre également parmi votre activité académique et votre activité militante, elles vont ensemble. Tout le monde est militant, et tout le monde fait les deux. Ce qui est très important, c'est qu'on emploie toujours les mots militant et engagé pour la gauche. C'est militant, c'est très militant, mais les mecs qui sont à Paris 4 et au CNU, ils sont vraiment aussi militants que moi. Ils font des colloques sur Kant et la déconstruction du savoir à l'heure néolibérale, etc. Mais ils sont d'extrême droite ou de droite et ils sont très militants. Et ils sont très militants pour leur monde, pour leur vie, pour leur censure, pour leur pouvoir, pour leurs médias, etc. Donc ils sont des militants engagés, mais on leur pose pas la question. Ça c'est très très important de démilitantiser un peu la gauche pour remilitantiser un peu la droite. Parce qu'on a toujours tendance à penser que la gauche est toujours militante, engagée, critique, etc. Mais il ne faut pas du tout oublier, et surtout eux le sont très consciemment, exercent des effets de pouvoir dont ils sont très conscients, et surtout sont très souvent beaucoup plus mobilisés que la gauche, et organisés en plus en vérité, et organisés comme une classe spécifique qui veut défendre ses intérêts. Donc en fait, tout le monde défend sa vie quand il écrit. Il y a une phrase très très belle je ne sais plus si elle est de Sartre, non, je ne sais pas si elle est de Duras ou de Barthes, qui est dans ce qu'il écrit, chacun défend sa sexualité. C'est très belle. Je pense que c'est une phrase de Marguerite Duras. Et ben dans ce qu'il écrit philosophiquement, chacun milite pour sa vie philosophique, et donc pour les dispositifs de pouvoir qui vont avec. Alors, les dispositifs de pouvoir, par exemple, universitaires, classiques, etc., ils ont aussi des enjeux ultra graves. Il va y avoir des enjeux sur les classes sociales, sur la question de qui a accès à l'université, de qui peut écrire, donc qui fait un peu le consensus symbolique dans une époque, donc aussi les lois qui vont être votées. Et donc c'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui dirigeait la revue métaphysique et de morale que vous n'avez pas des effets de pouvoir énormes à 30 ans, même sur la vie concrète de gens qui vont peut-être mourir parce que vous avez soutenu un dispositif philosophique qui a fait que vous avez créé un mode de pensée dominant qui dans 30 ans va créer des gens comme Macron, ou est-ce que je veux dire, et qui va empêcher les gens de venir à la fac ou de faire un savoir avec des Noirs, des Arabes, des gens des classes populaires, etc. J'en sais rien. Et l'université ouverte, des fois une université fermée, etc. Donc vous êtes aussi responsable du monde que moi. Et donc le fait est que oui, j'articule ma vie au militantisme parce que toute vie est militante, parce que toute vie est inscrite dans des dispositifs de pouvoir, et que la seule question qu'il faut se poser, c'est quel type de dispositif de pouvoir j'institue, je réinstitue ou je déstabilise quand je travaille, et est-ce que je le fais consciemment, est-ce que je le fais inconsciemment, est-ce que je le fais pour quel but je le fais, etc. Mais de ce point de vue-là, il n'y a pas de vie qui échappe au militantisme pur, quoi. Et d'autant plus l'activité théorique. Le fait que vous écrivez les livres, est-ce que vous pourrez imaginer quelque chose, un autre métier? Qu'est-ce que vous auriez fait d'autre si vous n'écrivez pas de livres, vous n'étiez pas auteur? Moi, c'est mon rêve d'arrêter. Mon rêve, c'est que le monde soit juste et qu'il n'y ait plus besoin d'écrire. Moi, en vérité, j'écris que parce que le monde est injuste, que parce qu'il y a des problèmes à dénoncer ou des effets de pouvoir problématiques. Mais moi, si je pouvais être avec une cigarette, un verre de vin sur une plage de Grèce toute ma vie, je serais trop heureux. Moi, je rêve pas du tout d'écrire. C'est pas du tout ma vie. Si on reste dans le monde. C'est un peu faux en même temps. C'est un peu faux de dire ça toujours, parce qu'on est content, il faut bien s'occuper et tout ça. Mais mon aspiration fondamentale, elle est plutôt à la vie. Là, je suis en train de lire sur Foucault, je ne sais pas si vous l'avez lu, Foucault en Californie, quand il bascule, là, quand il découvre les drogues, le plaisir un peu sexuel aussi en Californie avec Simon Weil, et qui le fait découvrir quand il vient à Berkeley enseigner. Foucault découvre un peu une vie qu'il a ratée par l'écriture, en fait. Il a 49 ans quand il fait ça, peut-être 50 ans. Et il se dit, j'ai travaillé toute ma vie, puis il y avait cette possibilité-là, en fait, d'avoir une vie libérée. Il a dit, j'aimerais tellement déménager en Californie, devenir un Californien. C'était un peu arrêter le Collège de France, les cours, la vie, à la bibliothèque tous les jours. Il rêvait d'une autre vie, une vie plus dans les plaisirs, dans l'amitié, dans l'expérimentation, les drogues, etc. C'est un très très beau livre, hein, sur ce qu'on voit un philosophe qui goûte à une vie qu'on lui a volée par la vie intellectuelle et qui se dit, en fait, j'aimerais bien vivre cette vie-là. Et je pense qu'en vérité, c'est un peu ce qu'il a fait, ce qui fait que de fait, ses livres d'après sont un peu moins bons en vérité. Les trois derniers, L'usage de bizarre, etc., sont quand même un peu en dessous de ce qu'il faisait avant, parce que de fait, il a plus vécu une vie des plaisirs qu'une vie de la souffrance, du travail. Mais si on reste quand même dans un monde mauvais, où il y a toujours des injustices, toujours des inégalités,
autre chose que l'activité intellectuelle. Est-ce Oui, que vous... être ministre ou être Ah, président de la République. Parce que je pense que c'est très complémentaire avec l'activité de pensée en vérité. Je pense que très souvent les intellectuels ont tendance à s'arrêter à ce que Chantal Mouffe appelle la déconstruction du monde, c'est-à-dire en fait à mettre en question les institutions, mais très souvent ils ne vont pas prendre part à la reconstruction, c'est-à-dire à la phase d'après. Euh, Foucault, par exemple, quand il était sur la prison, ou Bourdieu sur l'école, alors c'est un petit peu différent, mais Foucault, en tout cas, quand on lui posait des questions, il disait c'était toujours pas mon rôle, c'est pas mon rôle de savoir ce qu'il faut faire après. Moi, je critique, je montre comment c'est fait, mais je veux pas poser la question de qu'est-ce qu'on fait d'un monde sans prison, ou est-ce qu'on a le droit d'un monde sans prison, etc. Donc, moi, je pense que ça, c'est une erreur de l'intellectuel, et qu'en fait, l'activité de pensée, elle est forte, elle est complète, donc il faut à la fois mettre des dispositifs oppositionnels par rapport à l'action disciplinaire, démocratique, etc., mais se poser la question de comment on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait comme réforme concrète, radicale, pour après diminuer ces effets de pouvoir, elle fait partie du monde intellectuel. Et moi, de fait, le métier qui serait parfaitement complémentaire avec mon activité aujourd'hui, ce serait d'être dans la politique institutionnelle comme ministre. J'ai souvent dit que j'aimerais beaucoup être ministre de l'Intérieur de Mélenchon. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup, m'occuper de la police et de m'occuper radicalement de la police. Et je le ferais très bien, j'en serais très, 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 très heureux. Donc voilà, c'est peut-être le seul métier qui m'intéresserait à part l'écriture. vous avez déjà envisagé réellement un engagement politique concret? Bah, j'offre mes services, quoi. Ah, Maintenant, il d'accord. faut qu'il m'appelle. J'attends. Il faut qu'il gagne et puis qu'il m'appelle. Enfin, j'ai beaucoup soutenu la France Insoumise. Hein. Plein de fois, j'ai fait plein de Oui, choses avec oui, la France Insoumise. vous pouvez très bien vous lancer. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Non. Non? Mais j'aurais peut-être dû me présenter pour être député. Ça, c'est ce que... Ouais. Je regrette un peu. Mais j'étais dans autre chose. J'étais pas là, pas dans le truc. Bah, on attend ça alors. Dans 5 ans. Bah, merci beaucoup pour cette première partie de l'entretien.